je peux refaire tous les jours le même geste à la chaîne. Bon, si on met un casque, ça ne fait pas trop de bruit. Enfin, voilà. Après, il ne faut pas qu'il y ait l'agression peut-être sonore, visuelle. Mais si on ne colle pas une cadence de dingue, comme Chaplin l'a expliqué dans les temps modernes, si c'est possible pour moi, si je peux écouter de la musique zen en même temps, si je peux avoir des pauses et échanger avec mes potes, et puis si je suis satisfait, hyper content de ce qu'on a réalisé tous ensemble, pourquoi pas. Il n'y a pas un seul métier qui peut être débile. Il y a des métiers qui peuvent être durs, mais dès que ça fait sens, normalement, je dois pouvoir m'épanouir dans n'importe quel boulot. Par contre, il faut me régler mes heures. Voilà. Je peux trouver du plaisir dans beaucoup de travail. Sauf qu'aujourd'hui, on voit que non, c'est pas souvent ce qui se passe. Quand tu demandes aux enfants, moi ça me fascine, quand tu demandes aux enfants, moi ça fait longtemps que je dis, mais on a complètement tué le travail. On a assassiné le travail. Quand tu dis, tu demandes à un gamin qu'est-ce qu'il veut faire dans sa vie, tu t'aperçois que tout ce qu'il va te dire, souvent tu dis, ah non mais là laisse tomber, tu connais pas ta vie, là ça marchera pas là. Non, c'est plus possible. Ou alors tu vas déchanter. Les enfants, ils ont des rêves simples, hein, ils veulent être policiers, pompiers, vétérinaires, des trucs simples. Puis après, quand tu retrouves les adultes dans la vraie vie, vétérinaires, pompiers, policiers, c'est pas du tout ça correspond pas du tout à l'image qu'ils en avaient, le rêve qu'ils en avaient. Pourtant, quand ils étaient petits, ils avaient envie d'être pompiers. C'était un rêve. Puis après, tu t'aperçois que c'est plus du tout ça. Donc on a réussi à créer dans notre société des paysans qui n'arrivent plus à vivre de leur travail, alors que c'est vachement important de nourrir les autres. Hein. Des pompiers qui sont maltraités, on leur balance parfois dans les cités des trucs sur la gueule, alors qu'ils sont là pour sauver les gens. C'est un travail noble. Des policiers qui sont engagés parce que pour aider les gens, pour pas qu'ils soient martyrisés par les plus forts et les barbares. La police, elle sert à ça. La loi du plus fort, non. Bah non. Donc elle est là pour te protéger, elle est là pour te retrouver quand tu t'es paumé, puis finalement tu te retrouves dans des situations où c'est pas ça que tu voulais. Donc tu vas avoir du stress à ce moment-là. Tu n'es plus bien en accord avec ton boulot, tu n'es plus bien dans ta vie professionnelle, mais tu ne peux pas lâcher sinon tu ne gagnes pas ta vie. Donc il faut que tu y retournes. Ça c'est un stress permanent. Là on est dans la résistance. La lutte et la fuite, elles deviennent impossibles. Lutter contre quoi? Fuir quoi? J'ai plus de boulot. Si je lutte, je me fais virer. Il y en a, ils ont lutté, ils ont dit on se vaccinera pas. Pas de problème. T'as plus de taf, t'as plus de revenus, t'as pas de chômage, t'as rien. Super. Non, faut que je me réadapte. Si j'ai des couilles, je peux le faire. Si j'ai de la chance, je peux le faire. Si j'ai de la niaque, je peux le faire. Tout le monde peut pas le faire. Donc si je reste, moi, dans mon commissariat de police, avec énormément de stress, de pression qui vient du haut, qui me dit « faut que tu aies des résultats, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça », et dans la rue, on me tape sur la gueule, je suis mal, je vais rentrer en phase d'épuisement, ouais, normal. Dans la durée, l'organisme n'arrive plus à compenser les effets. La phase d'inhibition, le système orthosympathique, c'est une phase d'inhibition. Parce que le système orthosympathique, il ne se déclenche plus. Donc il y a une diminution des défenses immunitaires. Ah oui, parce que le système immunitaire, il est en lien avec quoi? Avec le système orthosympathique. Plus les gens sont mal, plus ils vont être malades. Derrière chaque pathologie, il y a du stress derrière. Parce qu'il y a un épuisement du système immunitaire. Il est lié au système orthosympathique. Si tous les jours où je vais bosser dans un contexte qui m'angoisse, qui me stresse, mais il faut que j'y aille, je m'adapte, je fais comme je peux. Soit j'arrive à prendre un recul de dingo, et finalement j'arrive à être... T'as des gens qui arrivent à être bien dans leur taf, c'est dur, mais ils ont une espèce de centrage, une force naturelle, ils prennent sur eux, ils prennent de la distance, ils font de la méditation, je sais pas quoi, mais ils temporisent. Et ils sont plus résistants, ils sentent moins, il n'y a plus de stress, ils sont adaptés. Ça leur passe au-dessus, ce qu'on leur demande, vas-y, je t'en fous, je m'en fous. Ouais, enlève-moi des points, je m'en tape. Tu veux me virer, vas-y. Là, il y en a, ils peuvent avoir
par cette force-là, puis d'autres pas. Celui qui n'a pas cette force-là, qui se sent coincé, qui y retourne tous les jours, la boule au ventre, celui-là, il va rentrer en pathologie, c'est sûr. Il y a 3 types de pathologies. Mentale, comportementale, physique, physiologique. C'est Krishnamurti qui le dit, ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être adapté à une société malade. À un moment donné, quand ça dysfonctionne, normalement, tu ne dois pas rentrer en pathologie mentale. On a plein de psychopathes aujourd'hui. Hein. Parce que c'est pour s'adapter à un système dysfonctionnel, soit je prends du recul énormément, mais on voit tout un tas de pathologies qui émergent dans notre société. Il y a des meurtres gratuits maintenant. Il y a des agressions dans la rue, dans des patelins paumés comme chez nous, gratuits, de gens qui ont pété un câble. Là, c'est plus de la bonne santé mentale. Hein. Donc il y a un stress individuel, un stress collectif, bien sûr, hein, puisque nous sommes les cellules de notre société collective. Donc ensemble, on fait le groupe. Hein. C'est pour ça que le développement personnel, pour répondre à ta remarque de ce matin, bah, c'est vachement important parce que si tous mes ingrédients ils sont dégueux, mes œufs ils sont pourris, mon omelette elle va être infâme. Je ne peux pas agir sur l'ensemble des œufs de la boîte. Je suis un œuf de la boîte. Je vais faire en sorte d'être un œuf pas trop pourri. Et l'autre s'il fait pareil, et puis lui aussi, puis elle également, bah, tous ensemble on commence à remonter le niveau des œufs. Et l'omelette, elle va être un peu moins pourrie et de moins en moins dégueulasse et de meilleur en meilleur. Ça sert à ça, le développement personnel, l'épanouissement de soi, l'exploration de soi. C'est un acte de générosité collective. Je fais une conférence sur le lien entre la kinésio et changer le monde, changer la société. Donc éventuellement, je vous la referai une autre fois. Mais c'est ça le sens qu'on fait. Moi, parfois, je me suis posé longtemps la question. Moi, je n'aime que les animaux et les plantes. Je voulais être dans Greenpeace, je voulais être vétérinaire, photographe animalier quand j'étais gosse. Je suis nulle, je suis pas capable de faire ça. Puis je suis pas quelqu'un d'extérieur. Mon chemin est autre. Je me suis retrouvée à aider les humains. Je me dis mais j'aide pas la nature, moi. Je viens pas en aide aux animaux. C'est comme si je les trahissais. Puis j'ai compris qu'en fait, en aidant les humains et en m'aidant moi-même à grandir en tant qu'humain, en nous épanouissant collectivement, en maturant en tant qu'être humain, en aidant à avancer dans l'humanité chacun à notre rythme, bah, la nature, elle nous dit merci. Hein. Et on monte la vibration. Parce que quand j'ai des peurs et de la tristesse et de la colère, j'ai des pas bonnes vibrations. Et donc je baisse la vibration collective. Donc c'est comme si pour aider mon pays, qui est la nature, il avait fallu que je quitte mon pays, qui est la nature. Alors, moi je suis bien pleine nature, attention, j'ai besoin d'aide, je ne peux pas vivre sans elle. Mais quelque part, pour l'aider, il faut pas que je sois... Mon rôle, c'est pas d'être au cœur d'elle et de l'aider en tant que... Voilà. Et chacun de nous, on a un rôle et une mission. Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Et qu'on soit OK avec ça. Donc la phase d'épuisement, elle mène à la dépression nerveuse, au burn-out, au cancer. Ah ouais, on va dire, on n'a pas le droit de parler de cancer. Rien, c'est interdit. On n'a pas le droit. Cancer, c'est réservé à la chimiothérapie. Cancer, oula. Derrière le cancer, moi j'ai été formée par un médecin psychiatre, il nous disait, derrière tous les cancers, il y a de la dépression. Il n'y a pas de cancer sans dépression. Et il faut comprendre d'où elle vient la dépression. Et il y a un stress permanent non résolu derrière ça. Nous, notre boulot, c'est de travailler sur les stress permanents non résolus. C'est d'évacuer tous ces trucs. Quand la coupe est pleine et qu'elle déborde, notre boulot, c'est de désaturer. Et d'enlever toutes les mémoires de stress parasites qui servent à rien, qui sont toujours là. Les programmes automatiques qui tournent. J'achète un ordi, il y a déjà plein de machins dessus. Ben, nous, c'est pareil. À peine je suis née, il y a déjà plein de machins à brancher. Là. Plein de trucs. Bien.
Donc par extension, évidemment, le mot stress a été attribué à l'agent perturbateur lui-même. Voilà. Rendu au stade de résistance puis d'épuisement, nous parlons alors de stress permanent non résolu, c'est ce que je vous disais. Donc on peut voir les travaux de Laborie là-dessus. Vous connaissez le professeur Henri de Laborie, ça vous parle? Sinon, donc il a écrit Éloge de la fuite, entre autres. Il a été nobélisable, cet homme-là, mais il n'est même pas allé au Nobel, parce que c'était un homme très engagé, un scientifique de haut niveau, très engagé sur le plan politique, sociétal. Et donc je vais vous lire ce qu'il dit. Alors concernant l'inhibition de l'action, il dit quand l'action est impossible, l'inhibition de l'action permet encore la survie, puisqu'elle évite parfois la destruction, le nivellement anthropique avec l'environnement. C'est en ce sens que la maladie sous toutes ses formes peut être considérée comme un moindre mal, comme un sursis donné à l'organisme avant de disparaître. C'est ça la psychosomatique, c'est ça le truc sur lequel on travaille et comment nous on aborde la pathologie et la maladie. Donc nous, notre boulot, c'est de comprendre la cause et puis la cause de la cause et la cause de la cause de la cause. On a prêté serment quelque part à Hippocrate, grand médecin, complètement oublié aujourd'hui de médecine conventionnelle. Et on doit toujours comprendre d'où ça vient, pourquoi. Parce qu'à chaque fois on remonte et on fait une mise à jour. Chaque fois qu'on peut accéder à une information, c'est qu'on peut la traiter, c'est-à-dire l'évacuer du système du limbique, mémoire de peur et de douleur ou mémoire de plaisir et de bonheur. On se débrouille pour transformer la mémoire de douleur et de malheur ou de peur, on la transmute en mémoire de bonheur et de plaisir. Parce que le cerveau, réalité imaginaire, ce cerveau limbique, ne fait pas trop la maîtrise, la différence avec les choses. Il fonctionne à partir d'un système de croyance. Et bien on change la croyance. On n'a pas changé l'événement est passé. On a simplement modifié la mémoire. Et c'est extraordinaire comme ça fonctionne bien et c'est efficace. Sinon, ça ne ferait pas 60 ans qu'on pratique. Et ça ne ferait pas 60 ans que les gens viennent nous voir alors qu'on n'est pas remboursé par la Sécu et qu'on n'a jamais de pub de fête dans les grands merdiers. Et qu'il y a plein de gens qui arrêtent de prendre, qui vont mieux, mais qui peuvent arrêter de prendre des médicaments. Ah oui, mais on perd de l'argent. Alors, le test. Oui, mais encore. Le stress provoque un affaiblissement du tonus musculaire. Donc, c'est ce que le test donc, permet de mettre en évidence. Tout affaiblissement correspond à une interférence dans la conduction de l'influx nerveux entre le muscle et le système nerveux central. La kinésiologie utilise le test musculaire comme instrument de biofeedback permettant un accès à la mémoire cellulaire du corps. Ça, on en parlera après dans un autre exposé. Je vous parlerai de la mémoire cellulaire, de la conscience. Là, on abordera les mathématiques, la physique quantique. Pourquoi c'est une médecine quantique ce qu'on fait. Mais là, on reste pour l'instant juste dans le niveau du cerveau et c'est déjà vachement intéressant. Donc mon professeur de psychiatrie, il nous disait toujours le corps est le temple de la conscience de soi. Le cerveau range tout dans le corps. Voilà. D'où le décodage biologique. D'où les métaphores en touch. Qu'est-ce que ça veut dire pour le cerveau? Pouf, il fait un lien, il range. Et Wilhelm Reich, vous connaissez sans doute Wilhelm Reich qui était psychanalyste, un homme des années 30, un disciple de Freud. Ils sont connus avec Freud, je ne sais pas si après Reich a fait sa propre pratique. Je ne suis pas hyper calée là-dessus, mais de mémoire. Et Wilhelm Reich disait toute rigidité musculaire contient l'histoire et la signification de son origine. Le mec en 1930, il dit ça. La kinésiologie, ça commence à naître en 1960. Mais on a vu hier, quand je vous ai parlé de l'origine, l'histoire de la kinésio, c'est né dans les années 30 avec ces chiropracteurs, les points Bernett là, et Chapman. Point neurolymphatique, point neurovasculaire. C'est-à-dire déjà dans les années 30, ils sont plusieurs à commencer à s'être intéressés de près comment ça fonctionne le corps.
Qu'est-ce qui se passe au niveau des liens entre les muscles, les organes, le système nerveux, tout ça. Voilà. Bon, ensuite, ça, je vous l'ai dit. Alors, je vais faire une petite pause dans ma vidéo.